Et salut à tous, ça les petits points crypto, donc on va faire un point sur Bitcoin, ensuite je vais parler de l'affaire SEC versus Ripple, où est-ce qu'on en est, et je vais commencer à reparler un peu de Flare Network pour voir un peu où ça en est, et je vous ferai une vidéo prochainement qui fera un récap sur le airdrop, où est-ce qu'on en est, combien ça a rapporté et est-ce que c'est rentable, et si oui ou non c'est une bonne idée d'investir dans Flare Network et leur Spark Token. Alors, où on en est, ici on a bien monté, je vous avais dit à ce niveau-là qu'on aurait peut-être un retracement, effectivement il n'y a pas eu de retracement, donc ici on a continué à monter. Ici, on arrivait, donc c'était un vendredi soir, généralement le week-end c'est assez calme, mais c'est resté calme jusqu'à maintenant, donc on a une semaine vraiment très très calme en ce moment, une semaine qui hésite, il y a beaucoup d'acteurs qui pensent qu'on va avoir un retracement maintenant, d'autres qui pensent qu'on va aller au 55 ou au 57K. L'analyse technique n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce genre de période assez calme, parce qu'un P de mouche peut faire partir dans un sens ou dans l'autre, mais globalement, si on regarde quand même et qu'on se donne un petit peu un pourcentage de chance de ce qui pourrait arriver, purement en action price ici. Donc ce qui s'est passé, on a vu ici qu'on est venu chercher légèrement plus haut. Au niveau des plus bas ici, on ne les dépasse pas. Donc on maintient ici une pression haussière assez forte. Les order blocks institutionnels sont placés à la hausse. Donc au pire, on peut venir voir ici ce order block et après repartir. Pas de grosse chute immédiate à l'horizon. On est sur un weak high, donc un plus haut qui peut être cassé. Et si on va voir maintenant en daily, là aussi, on est plutôt propre, des order blocks bien placés, rien au-dessus. Donc un petit 55K et pas déconnant. Et si on va voir un peu plus loin, en weekly ici aussi, on est tranquille. Donc est-ce qu'on va aller voir un juste 55K pour retracer un petit peu et pouvoir remonter? Ou est-ce qu'on va aller directement chercher le all-time high, le plus haut jamais eu du Bitcoin? Eh bien c'est le temps qui va nous dire ça, mais en tout cas, au vu de la courbe, ici on a une remontée qui ressemble fortement à ce qu'on a là. Donc autant dire que si on est dans ce genre de schéma, proportionnellement, on va aller exploser la valeur du Bitcoin. C'est hallucinant de voir avec quelle simplicité et rapidité il est remonté au 52K. On est en train de tout péter là à une vitesse phénoménale et il n'y a pas de volume. Vous voyez en bas ici, c'est les volumes de transactions. À l'époque ici, on était avec des volumes super élevés et ici, il n'y a pas de volume. Et c'est typiquement le fonctionnement d'un carnet d'ordre. Et ce que j'expliquais dans le carnet d'ordre, je vous remets la vidéo ici en haut à droite, c'est pas parce que le Bitcoin reprend un prix qu'on a déjà vu plus haut que sa valeur globale est plus grande. C'est simplement que l'offre et la demande est en train d'aller chercher le même genre de prix qu'à l'époque, mais avec beaucoup moins de transactions et beaucoup moins de volume. D'ailleurs, on a eu énormément de volume pendant tout ce temps, et juste quand ça commence à redémarrer, ici à repartir à la hausse, on a les volumes qui s'effondrent ici. Donc là, au final, on n'a même pas encore commencé. Et à la fois, moins il y a de volume, plus ça crée de la volatilité. Et c'est pour ça, je pense, que Bitcoin est en train de remonter d'une manière assez folle à son dernier plus haut, comme si de rien n'était, mais c'est parce qu'il n'y a tout simplement pas de volume, donc il n'y a pas de gens qui se battent. Ici, il y avait énormément de fight entre les acheteurs et les vendeurs, qui fait qu'on a un marché extrêmement volatile. Là, ici, tac, ça redescend. Ici, on avait moins 30% déjà à ce niveau-là. Ici, ça réexplose. Ici, on a encore moins 30 ou 40%. D'ailleurs, je le fais à l'œil, mais je pourrais le mesurer. Ici, on est à 25%. Donc on a ici moins 30%, je l'ai fait la dernière fois, et moins 25% ici, juste en une semaine, c'est assez dingue. Alors qu'ici, on a une montée assez stable, pas trop de retracement. Le plus gros retracement qu'on ait eu, a priori, c'est celui-là ici, qui fait à peine 20%. Mais tant qu'on n'a pas les volumes qui remontent, je vois pas de gros retracements, puisqu'il n'y a tout simplement pas de fight. Il n'y a pas de combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est assez étonnant dans ce cycle. Donc à suivre, mais en tout cas ici, prudence quand même. Bien que j'ai une petite tendance à penser que ça va aller à la hausse, 55 ou 57K, ça peut quand même facilement faire n'importe quoi ici. Donc soyez prudents. Ensuite, je voulais juste faire une petite parenthèse sur l'information en ce moment et le fait que l'IA commence vraiment à se développer très très fort au grand public. Et je vous recommande de regarder cette vidéo, donc j'automatise mon clonage vidéo avec une IA. Et c'est flippant, et franchement c'est flippant. Ce gars-là fait un excellent travail, les montages vidéo qu'il fait, il doit y passer vraiment beaucoup de temps. Et ça vous permet de découvrir assez rapidement ce que peut faire une IA aujourd'hui. Donc, globalement, vous filmez n'importe qui, l'IA va enregistrer sa voix et son comportement, et ensuite vous pouvez écrire du texte, et l'IA va recréer un speech qui ressemble énormément au modèle préfilmé. Et dans cette vidéo, il prend même un commentaire et une question d'une personne, il fait générer une réponse par ChatGPT et ensuite une vidéo comme si c'était lui qui répondait. Et franchement, c'est bluffant de réalisme. Ça va être de plus en plus compliqué de savoir quelles sont les informations qui sont complètement générées ou qui sont vraies. Je
Je vous dis ça pourquoi? Parce que je le vois moi dans mes recherches, ça devient extrêmement compliqué d'avoir des vraies informations, d'avoir des sources correctes, parce que tout est biaisé, tout est falsifié et tout peut être faux aujourd'hui. Et je pense au final que c'est une bonne chose, ça va permettre aux gens de regarder moins les informations et d'accéder davantage à leur responsabilité et à leur discernement. Aujourd'hui, n'importe qui peut être mis sur les news pour dire n'importe quoi et tout peut être faux. Donc validez vos fondamentaux, réfléchissez par vous-même, responsabilisez-vous. Et pas besoin de passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver de l'information, en sachant que la moitié des informations aujourd'hui que vous trouverez est fausse ou générée. Et d'ailleurs moi, et ça fait une semaine maintenant, j'ai décidé de boycotter complètement toutes les vidéos qui sonnent comme de l'intelligence artificielle. Donc dès que j'entends une voix qui est générée via un texte ou une IA, je passe mon chemin et j'ai décidé de ne plus regarder les vidéos comme ça. Je vais regarder les contenus aujourd'hui où j'ai 100% de certitude que ce n'est pas une IA qui a généré le résultat. Donc, discernement. Ensuite, où en est-on? L'affaire Ripple contre SEC. Vous voyez aussi, même cette image, c'est un montage. Et c'est quand même bien fait. Mais c'est encore faux. Et aujourd'hui, sur Internet, il y a énormément de fausses informations. En tout cas, revenons à quelques informations factuelles. Donc c'est assez calme en ce moment dans le procès SEC versus Ripple. On avait une deadline pour la dernière partie en phase de découverte qui s'est terminée donc le 20 février. Donc en gros, jusqu'au 20 février, les deux parties avaient encore la possibilité d'échanger des informations sur l'avancée du procès. Pour rappel, ce qui reste à déterminer, c'est les ventes de XRP qui ont été faites aux institutionnels. Et donc les dates à venir maintenant, c'est le 13 mars où la SEC va déposer son mémo final pour ce recours-là. Le 12 avril, ça va être la date limite pour tout ce qui est les recours de Ripple suite à ce dépôt. Et le 29 avril, si rien ne change, c'est la date limite à laquelle le juge et le tribunal va statuer sur les sanctions à prendre pour les ventes institutionnelles de Ripple. Alors a priori, le 29, le tribunal va déterminer les sanctions pour les ventes institutionnelles de Ripple, mais le verdict final de la juge, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va être donné, mais a priori ça pourrait être avant juillet. Et ça pourrait être aussi beaucoup plus tôt. On sait que la SEC et Ripple peuvent être en train en ce moment de parler accord. Accord, ça veut dire se mettre d'accord sur des sanctions et des amendes pour que tout le monde soit content et qu'on en finisse plus rapidement. Donc, est-ce qu'ils vont trouver un accord ou continuer à se battre? Ça, c'est ce qu'on verra dans un futur proche. Ça peut aussi prendre encore plus de temps puisque si le verdict venait à l'encontre de ce que voudrait la SEC, elle pourrait encore faire appel et ça pourrait encore durer longtemps. Donc j'espère que ça va pas aller là, ça commence à devenir aberrant. Et ça ressemble plus à une attente fictive de quelque chose sur le marché qu'un vrai procès. En tout cas, voilà où on en est et on attend la suite. Personnellement, si d'ici fin juin, on n'a pas un peu plus une idée favorable dans ce procès, je vais sûrement désallouer un peu de mes XRP pour les faire rentabiliser dans ce bull run, parce que c'est hors de question que je reste encore assis sur le côté avec tout ce que j'ai comme valeur en XRP sur ce prochain bull run. Donc selon ce qui se passe d'ici fin juin, je vous dirai ce qu'il en est pour moi, et je pourrais très bien désallouer 20% de mes XRP pour les faire fructifier ailleurs. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je désallouerai probablement pas plus, parce que c'est un projet en lequel je crois toujours, évidemment. C'est un projet avec un potentiel énorme, et je pense que garder des XRP est super important sur le long terme. C'est le genre d'asset qui peut être super frustrant pendant des années, mais qui après va atteindre un tel prix tellement rapidement que personne ne l'aura vu venir et que ça va rattraper tous les retards en un instant. Et franchement, ce serait con de rater ça. Ensuite, côté ETF, effectivement, il y a le PDG de Ripple, donc Brad Garlinghouse, qui a eu une interview à la télé américaine, dans laquelle on lui a demandé si un ETF XRP était envisageable, et effectivement, il y répond sans y répondre, il reste un peu flou, mais il y a eu effectivement des discussions avec BlackRock sur un ETF XRP. Comme je vous l'ai dit personnellement, je pense que ça va arriver, mais ça n'arrivera pas avant d'avoir la clarté finale sur ce procès, puisque comment justifier que BlackRock ait un ETF XRP alors que XRP est toujours sur le coup de cette plainte avec la SEC. Donc je vois vraiment bien un ETF XRP arriver courant 2024, vers la fin de l'année probablement, le temps que le procès se tasse, et on verrait aussi l'entrée en bourse de Ripple probablement en fin d'année ou début 2025. Donc dans son interview, il reste évasif, mais il parle quand même à demi-mot d'un ETF XRP chez BlackRock. Ensuite, une autre info que j'ai trouvée super intéressante et qui a été postée donc sur le groupe Telegram qui est associé au canal, que vous retrouvez toujours en description de mes vidéos, et c'est le fait que Ripple et le Flare Network ont mis en place un validateur pour protéger le XRP Ledger. Et ils l'ont mis en place chez Towo Labs, qui a un bunker nucléaire qui peut résister à n'importe quoi, enterré à 30 mètres sous le sol, au cœur de Stockholm. Alors on peut effectivement se demander pourquoi ce souhait de Ripple et Flare de mettre un validateur protégé comme ça. Mais en tout cas, je pense que c'est une excellente idée, puisqu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec leurs conneries. On pourrait se prendre une éruption solaire qui dégomme tout,
Ils ont tellement de narratifs qu'on ne sait plus de quoi ils peuvent parler et qu'est-ce qu'ils peuvent inventer pour nous couper les ressources. Donc ça me paraît pas déconnant de faire ça et c'est génial d'avoir une société comme Ripple qui a les fonds pour se permettre ce genre de sauvegarde. Et donc Toho Labs, c'est une société qui permet justement de sécuriser certains applicatifs, certaines données. Et là en l'occurrence on parle de validateurs et ils ont mis des validateurs sur le réseau XRPL, Flare Network et Songbird, histoire de s'assurer une bonne durabilité. Et enfin, pour revenir un peu sur Flare Network, donc je ferai une vidéo prochainement sur le airdrop de là où on en est, le prix, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc rapidement, qu'est-ce que c'est que le Flare Network? C'est une blockchain qui est basée sur la machine virtuelle d'Ethereum, donc qui permet les smart contracts, mais qui a son propre protocole de consensus, celui de Flare, qui est bien plus rapide et bien moins cher que celui d'Ethereum, et qui est d'ailleurs de l'ordre des coûts de transaction du XRP, le tout avec une intégration des smart contracts comme sur Ethereum. À quoi sert Flare? À justement faire un pont entre des blockchains qui n'ont pas les smart contracts pour leur donner cette capacité. Et donc par exemple le réseau Flare associé à XRP donnerait un asset, une nouvelle crypto qui s'appelle le FXRP, qui a le prix du XRP, mais qui a l'entière gestion des smart contracts, comme sur Ethereum, mais heureusement pas avec les frais d'Ethereum. Et ensuite ils offrent différents outils et services pour échanger des devises. C'est ce que fait Flare X, échanger des devises et apporter de la liquidité en échange de récompenses, donc c'est typiquement du stacking. Le fameux Flare Wrap, donc c'est pour wrapper un asset et lui donner la possibilité d'avoir les contrats intelligents par exemple. Ensuite ils ont Flare Farm, donc qui permet d'importer de la liquidité pour participer à la gouvernance, faire du farming, donc en gros du stacking pour gagner davantage de votre crypto préféré. Ils ont Flare Loans qui permet d'avoir des prêts, d'obtenir des prêts en crypto-monnaie directement sur la plateforme décentralisée. Ils ont Flare Mutual, donc ça c'est encore en développement et ça franchement c'est une super idée, j'en parle depuis longtemps sur ma chaîne. Ça permet d'avoir un fonds commun décentralisé qui permettrait par exemple de fournir des fonds mutualisés, un peu comme le ferait une compagnie d'assurance. Sauf qu'au lieu de rincer les patrons d'une compagnie d'assurance, ici ça pourrait payer tous ceux qui ont mis de l'argent dans ce pool mutualisé. Et ensuite évidemment, il y a les Flare Assets, ça veut dire que nativement ils vont petit à petit intégrer des assets, des cryptos, ici on parle de XRP, XLM, Doge, LTC et ADA dans un premier temps, qui auront tous leur équivalent F, donc FXRP, FXLM, FDoge, FLTC, FADA, pour amener ici dans ces blockchains les contrats intelligents. Et pour que les prix de tous ces assets soient cohérents, ils ont les Flare Time Series Oracle, les FTSO, ça aussi j'en ai déjà parlé. Et ça c'est un système qu'on utilise déjà en ce moment depuis longtemps et j'en ai parlé sur mes vidéos. Donc vous pouvez wrapper vos FLR pour avoir des WFLR et les stacker entre guillemets pour ces Flare Time Series Oracle. Donc en fait vous offrez de la liquidité pour participer à ces votes pour que les prix restent cohérents. Donc si je résume, Flare apporte quand même des outils et services qui sont importants dans la finance décentralisée, comme les prêts ou les fonds mutuels, et il permet d'intégrer les contrats intelligents aux cryptos qui ne les ont actuellement pas du tout. Donc c'est un super projet avec de très bonnes idées. Par contre je trouve que leurs développements sont un peu mous et un peu lents et les promesses qu'ils avaient fait à la base ne sont pour l'instant pas tenues. Donc j'y reviendrai probablement parce que je pense que c'est une bonne technologie. Mais est-ce qu'il faut investir dedans aujourd'hui en 2024? Je ne sais pas. Dans tous les cas, elle a donné des bons signes de rebond dernièrement. Ici, on voit donc toute la courbe depuis son début. On est bien descendu, on a fait quasiment que descendre. Et là, on est en train de retourner à son plus haut du démarrage. Donc si vous en achetez, que vous les wrappez ou que vous les stackez et que du coup vous en gagnez plus et qu'en plus le prix se met à grimper, c'est effectivement et ce sera un bon investissement. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à percer et que le prix se remet à chuter, alors ce sera clairement pas un bon investissement. Donc je suis assez partagé sur ce projet pour l'instant, bien que je pense que l'idée de base et les outils et services qu'ils offrent sont absolument top. Voilà pour Flare, et je reviens un peu plus tard sur une autre vidéo pour vous parler un peu plus techniquement du airdrop et là où on en est. Bonne fin de semaine, bon week-end, et je vous dis à très vite.